C'est-à-dire qu'on c'est passé du bébé objet de soin au bébé sujet, comme disent les psychanalystes, hein, au bébé sujet avec une interaction dans le soin. Et en commençant à aborder mon travail de cette façon, je me suis rendu compte à quel point les bébés participent à leur guérison. C'est-à-dire que quand on les considère comme étant capables ils prennent part, hein, à leur amélioration. Et oserais-je dire qu'il faut encourager un bébé à faire son chemin beaucoup plus que lui infliger des soins et lui demander d'être passif. Bienvenue sur Enfants de Gaïa, un espace d'amour et de bienveillance dédié à ceux qui façonnent l'univers des familles du Nouveau Monde. Je suis Nassima, doula holistique et gardienne des naissances sacrées. J'aime comprendre le fonctionnement profond des choses, alors j'explore en quête de réponses. Et je vous embarque avec moi dans ce voyage à travers mon prisme de vision. Nous allons ensemble à la découverte du féminin, de la maternité, du couple, de la sexualité, des enfants et bien plus encore. Ce podcast est là pour t'inspirer et t'ouvrir à de nouvelles perspectives à travers la rencontre de professionnels qui, chacun à leur manière, participent à l'ouverture des consciences. Alors branche tes racines, connecte tes antennes et laisse-toi porter. Bonjour Dominique, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Nassima, c'est avec grand plaisir. Juste pour te situer, moi je t'ai rencontré lors de ma formation de yoga maternité avec Marine Texier, dans laquelle tu interviens donc à chaque module pour qu'on puisse profiter de ton expertise, etc. et te poser des questions. Et j'ai beaucoup apprécié ta philosophie et ton regard sur les naissances et ton expérience, bien entendu. Et donc, c'est vraiment un plaisir de pouvoir discuter de tout ça plus en profondeur aujourd'hui avec toi. Avant d'aller plus loin, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas ? Oui, je suis Dominique Léronas, je suis pédiatre. Aujourd'hui, je suis retraité, mais j'ai travaillé pendant 40 années auprès des bébés, puisque j'ai commencé ma carrière en arrivant dans un service de réanimation néonatale. C'était très nouveau à l'époque et je me suis attaché très vite aux petits bébés, et à ce moment-là, c'était des tout petits prématurés. Donc j'ai commencé par le plus difficile, par la réanimation et ces bébés qui étaient en grande difficulté. Ça m'a conduit à exercer cette compétence acquise dans une ambulance de SAMU en allant transporter des bébés qui n'allaient pas bien pour les conduire au meilleur endroit pour être soignés. Et heureusement, je ne suis pas resté que dans cette pratique assez exigeante et parfois traumatisante, hein. J'ai pu en parallèle travailler en maternité auprès des bébés qui viennent au monde le plus naturellement possible, qui sont gros et mignons et avec des mamans qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on leur démontre à quel point leur bébé est extraordinaire et à quel point elles peuvent devenir une maman extraordinaire. Voilà. Donc cette pratique-là m'a beaucoup soulagé de toutes les tensions de l'autre exercice en réanimation. Et puis c'est à ça que je me suis surtout consacré sur la fin de ma carrière, à savoir accompagner la parentalité, accompagner les parents à trouver leur propre vérité et leur propre chemin auprès des bébés. Ouais, super parcours, j'ai plein de questions. Eh bien, avec plaisir. Du coup, juste en repartant depuis le départ, comment t'es arrivée à vouloir accompagner le monde des naissances ? C'était pas prévu du tout. Moi je dis c'est le ciel qui m'a conduit, parce que initialement je voulais être chirurgien. Et je me suis retrouvé complètement par hasard, mais comme on sait, le hasard n'existe pas, Oui. dans ce service de prématuré où je pensais ne faire qu'un passage avant de reprendre le cours de ce que je souhaitais faire. Et en fait, j'ai été attrapé par les bébés. Et bon, je suis aussi né dans une famille nombreuse où
presque tout le monde a un métier qui s'occupe d'enfants. Donc, c'était en quelque sorte un peu naturel pour moi de prendre ce chemin. Et s'occuper des bébés, c'est extrêmement séduisant, c'est extrêmement encourageant. Et les bébés sont jusqu'au boutiste, hein, ils donnent toute leur énergie quand ils sont malades. Ils ne se plaignent pas inutilement, voire même ils ne se plaignent pas assez presque des fois. Voilà. Oh, Donc j'ai été vraiment séduit par ce monde du nouveau-né. C'est pour ça que finalement j'ai fait toute ma carrière auprès des bébés. waouh! Comme tu dis, le hasard n'existe pas et c'est dingue que ta famille était aussi là-dedans, et enfin dans le monde des bébés, c'est impressionnant. OK, et donc ton parcours au niveau dans l'équipe du SAMU, comment ça a été pour toi, de voir donc tout d'assister à tout ce qui est ouais, assez compliqué à voir, à vivre? Ah, mon parcours, c'est une évolution parce que dans les débuts, j'étais dans l'application de ce qu'on m'avait enseigné et à l'époque, on avait aucune considération pour la douleur et la souffrance des enfants. On disait à l'époque: «Les bébés ne ressentent pas la douleur» et on était plus dans des comportements stressant, ayant toujours peur de ce qui ne va pas ou de ce qui ne va pas aller. Vous voyez, c'est une espèce d'anticipation de la peur. Et il m'a fallu un petit peu de temps, un petit peu de pratique pour prendre du recul et reconsidérer nos soins en fonction de ce que le bébé, lui, ressent. Hein. C'est-à-dire qu'on s'est passé du bébé objet de soin au bébé sujet, comme disent les psychanalystes, hein, au bébé sujet euh, avec une interaction dans le soin. Et en commençant à aborder mon travail de cette façon, je me suis rendu compte à quel point les bébés participent à leur guérison. Mmh. C'est-à-dire que quand on les considère comme étant capables ils prennent part, hein, à leur amélioration et oserais-je dire qu'il faut encourager un bébé à faire son chemin beaucoup plus Mmh. que lui infliger des soins et lui demander d'être passif. Oui, et c'est vrai que c'est quelque chose qui existe beaucoup de le bébé objet, c'est dingue quoi et ça me fait mal au cœur d'entendre ça et d'imaginer ça, mais bah, bien sûr qu'ils ressentent des choses quoi. C'est vraiment, hallucinant quand je regarde un peu en arrière, comment on pouvait penser sur certaines choses. C'est OK parce que c'est normal, on a évolué, on nos, façons de comprendre les choses ont évolué et cetera, mais ouais, c'est fou quoi et est-ce que tu as eu des qu'est-ce qui, au fur et à mesure, t'a permis de réaliser que, bah, ils comprennent des choses? Est-ce que c'est des rencontres? Est-ce que c'est des lectures? Est-ce que c'est des apprentissages? Ou c'est vraiment juste la pratique avec les bébés? Alors, il y a certainement, c'est certainement des influences de collègues, de recherche personnelle, de lecture peut-être encore que j'ai jamais pris tellement de temps de lire parce que en fait mes journées étaient déjà trop chargées. Et puis Mais peut-être qu'il y avait encore pas énormément d'ouvrages qui parlaient de ça aussi, à oui, ce moment-là? et prendre du recul, hein. Prendre Mmh. du recul, c'est-à-dire que quand avec la pratique, avec l'ancienneté, on a un peu moins peur de ne pas savoir se débrouiller. Quand Mmh. on est plus à l'aise avec cette aptitude aux soins, alors on regarde les choses et puis on se dit, ben, ce bébé, d'abord, il y a des parents. Pourquoi est-ce Mmh. qu'on prend un bébé pour le soigner à l'écart des parents, alors que les parents, ils sont là pour lui apporter leur énergie de guérison, hein. Mmh. D'abord cette relation aux parents et puis après on prend du recul et puis, la douleur, la souffrance des bébés, quand on ouvre les yeux, elle est évidente. Mais Mmh. on occulte quand on est préoccupé par une technique de soin, par exemple. Bon, donc, Oui. c'est ça, avec le temps, c'est tous ces éléments qui sont conjugués pour, heu, pour me conduire finalement à une pratique assez différente. Mmh.
OK, donc c'est en réalisant un peu, toute la sphère, émotionnelle, tout ce que pouvait l'intériorité des bébés qui t'a poussé à, changer de pratique et de À secteur faire aussi, évoluer c'est ça? la pratique. Et c'est Oui. un travail qu'on a fait ensuite en équipe, en Mmh. essayant de procurer au bébé le maximum de confort pendant ce temps de parcours en ambulance qui est jamais confortable. Tout adulte Oui. qui est déjà allé en ambulance a pu évaluer, ressentir que c'est Mmh. inconfortable. Et donc ce Mmh. bébé qui est juste né et qui est séparé de sa mère, qui est son seul repère, essayer de lui procurer au moins physiquement du réconfort en l'installant de la meilleure façon possible, en lui donnant des médicaments apaisants Mmh. pour que cette expérience obligée Mmh. de la séparation et du transfert et des soins soit lui laisse la moins mauvaise mémoire possible. Voilà. Oui. C'est-à-dire que quand j'ai remis les pieds en maternité après ce début d'expérience en SAMU, j'ai pas compris pourquoi on faisait tant de choses agressives aux bébés à la naissance, parce qu'à l'époque, je rappelle que les bébés à la naissance étaient séparés de leur maman pour avoir des passages de sonde dans tous les orifices naturels, être lavés, habillés, et on les ramenait après seulement à la Mmh. maman, et puis peser, mesurer, etc., quoi, avec des gouttes oranges dans les yeux, bref. Alors je me suis dit, mais ces bébés qui vont bien, moi je connais les bébés qui vont mal, à qui on est obligé de faire des choses assez agressives, et on essaye de faire ça maintenant le plus gentiment possible. Pourquoi les bébés qui vont bien doivent subir ces choses-là, alors que, a priori, ils n'en ont pas besoin. Donc, Mmh. avec, à la suite de certains autres pédiatres, en particulier pédiatre qui s'appelle Marc Pillot, qui est dans le nord de la France, qui avait commencé une croisade contre ces soins inutiles aux bébés, eh bien, je me suis beaucoup bagarré pour que ça disparaisse et que le bébé à la naissance puisse enfin trouver le véritable accueil, celui qu'il a maintenant, c'est-à-dire être contre sa maman, point c'est tout. Mmh. Ouais, c'est vrai que ça me rappelle déjà ma propre histoire. Moi, quand je suis née, ma mère me racontait, elle pleurait de voir comment on nous traitait. Elle m'a dit, vraiment, elle a utilisé une image assez forte, c'est comme les poulets qu'on est en train de déplumer. C'est-à-dire, on me prenait comme ça par le pied, on faisait plein de manœuvres et tout, et c'était déchirant pour le cœur, et Mmh. il y a eu plein de générations qui ont été traitées comme ça. Mais du coup, je me demande d'où ça vient, en fait, tout ça, parce que est-ce que j'ai ma théorie, dis-moi, est-ce que c'est vraiment ça ou pas, peut-être, mais parce qu'au départ, les naissances se passaient, peut-être au début à la maison, et cetera, et petit à petit, ça a été, comment ça a commencé à être accompagné dans des structures, et peut-être qu'on commençait à traiter, d'abord, comme tu dis, les bébés qui avaient besoin, qui étaient, malades et qui avaient vraiment besoin d'urgence, et peut-être que cette urgence, on l'a gardée sur, sur d'autres pratiques également? Est-ce que C'est l'extension des soins qu'on faisait aux bébés en difficulté, à mmh, ceux qui n'étaient pas en difficulté. En fait, tout ça sous des prétextes de dépister des anomalies et des malformations qu'on savait mmh, dangereuses, mmh, mais qu'on ne savait pas encore bien repérer à cette époque comme on le fait aujourd'hui. C'est-à-dire que si on a supprimé ces soins, c'est parce qu'on a proposé une autre façon d'être sûr qu'il n'y a pas de souci. Voilà. mmh. OK. Oui, c'est vrai, parce que on a souvent, ça a toujours été comme ça de tout temps et partout, on a certaines pratiques propres à certaines conditions, et les conditions augmentent, et les pratiques, des fois, on les remet pas en question forcément, Voilà. et c'est un peu, Et malheureusement, Et oui. c'était la principale difficulté pour faire changer de pratique, c'était que les gens disaient: «Mais on a toujours fait comme ça». Oui, oui, Voilà. c'est vrai, Et c'est vrai. sans prendre le recul qui permettait de voir à quel point c'est agressif. Parce que c'est bien connu, un bébé, ça pleure, c'est normal, Oui, oh mon hein. Dieu. On a tellement banalisé ce pleur de bébé et la Oui. souffrance du bébé, on l'a occulté beaucoup.
C'est vrai que, aujourd'hui, avec mes yeux et ma conscience d'aujourd'hui, ça me paraît hallucinant et ça me fend le cœur, mais je peux comprendre en même temps. Si on nous a appris que c'est comme ça, bah, on répète la même chose. Mais c'est vraiment génial au moins que, bah, qu'il y ait des gens comme toi et plein d'autres personnes qui militent pour changer les choses et éveiller les consciences parce que Et il est heureux qu'on ait évolué, voilà. ouais, ouais. Et et toi, donc qu'est-ce que tu penses que ces pratiques, peut-être un peu violentes sur les bébés, enfin violentes sur les bébés, pas peut-être, qu'est-ce que ça crée sur, le développement du bébé à ton avis? Enfin voilà, qu'est-ce que ça peut créer sur, l'individu plus tard? Ça laisse forcément des mémoires, même si on peut pas s'en rappeler parce que le cerveau du bébé à cette époque n'enregistre pas d'une façon qui permettra plus tard de rappeler le Mmh. souvenir. Mais c'est enregistré, c'est sûr. Mmh. Un bébé qui est accueilli dans la violence enregistre ses premiers instants de la vie hors de sa maman et c'est très agressif. Donc on peut pas imaginer que ça ne laisse pas de traces. Oui et puis le corps se rappelle aussi. Pour Bien moi, sûr, c'est vrai que le mental se rappelle pas, mais le corps bien enregistre sûr, ce tout, sont des quoi. mémoires corporelles. Ouais. Oui, Oui, ça peut être assez impactant, je pense, plus tard parce que, vraiment si on vit des violences assez fortes, bah, le corps reste crispé et on peut oui, garder cette crispation très longtemps exactement. ou qu'elle se réveille et donc c'est quand même assez handicapant. On s'en rend pas compte parce qu'on a l'habitude d'être stressé dans notre monde aujourd'hui, mais en vrai, Oui, c'est ça. il y a plein de facteurs qui jouent. OK et Et donc quand tu la séparation à la naissance, c'est quelque chose qui n'est pas du tout naturel. mmh, Et moi, je suis très près de croire que toutes ces générations de compatriotes angoissés en permanence pour un oui, pour un non, stressés en permanence, ça trouve sa racine ou une des racines mmh, dans ce qui s'est passé immédiatement à la naissance où le bébé a eu cette coupure violente mmh, parce que la naissance, c'est une séparation de corps, mais ça ne doit pas être une coupure. Et ça, oui. on a mis du temps à le comprendre. Oui, c'est vrai et enfin, selon moi, mes croyances et ma philosophie, je suis presque convaincue que tout ce qu'on va vivre autour de la naissance, dépendamment des écoles, il y en a qui vont dire, pendant la préconception, la grossesse et après la naissance ou d'autres, que condensé pendant la naissance. Je pense que tout est vrai quelque part. Tous ces événements vont venir être enfin, on va venir les revivre dans notre vie sous forme de répliques, à différentes intensités. Donc vraiment, c'est super important ce qu'on peut vivre à ce moment-là et c'est vrai que, bah, la naissance tout de suite et cette séparation, en gros, c'est notre premier accueil dans le monde des humains quelque part, dans l'extérieur et pas la famille, mais plus la société quelque part et c'est vrai que, bah, ça garde tout de suite pour moi en mémoire que, bah, voilà, la société, le rapport à l'autre est douloureux et violent donc tout de Et suite violent. on voilà, on développe des carapaces, des choses, des mécanismes de défense presque, de protection surtout, qui sont, en lien, en réponse à ces violences qu'on a subies et oui, c'est vrai que ce serait intéressant d'analyser en quoi toutes ces générations, de voir l'impact que ça a aujourd'hui sur le stress, sur tellement de Ces choses. ces premières impressions de la vie, ça va être une toile de fond. Oui. Moi, c'est ce que je dis, c'est ce que j'expliquais aux parents. Je leur dis, c'est les premières impressions, c'est la toile de fond. Je dis, c'est exactement ce qui vous arrive quand vous voyagez dans un pays étranger. Mmh. Les gens qui organisent les voyages font tout ce qu'ils peuvent pour que vous soyez bien accueillis, pour que vous ayez dès l'arrivée une bonne impression qui vous rende votre séjour agréable. Mmh. Si par contre vous êtes mal accueilli, si l'hôtel est moche, s'il y a des fuites dans la chambre, s'il fait mauvais temps, enfin bref, tout ce qui vient se mettre en travers, ça va vous rester comme comme quelque chose de négatif pendant tout votre séjour, même si le reste du séjour se passe bien, ça va rester comme on dit un os en travers de la gorge, quoi. Mmh mh.
Ouais, Oui, c'est un super exemple, c'est vrai. Bah, j'en ai d'autres qui viennent, c'est vrai. Si on apprend à faire du vélo et qu'on apprend dans des mauvaises conditions, je dis n'importe quoi, on peut vraiment garder un traumatisme bien sûr. et développer. Enfin, c'est fou, quoi. Et c'est hyper important de le rappeler, de le véhiculer pour que le plus grand nombre en prenne conscience. Qui plus est, à l'heure actuelle, c'est même plus de la philosophie, ça n'est plus moi je racontais ça il y a 30 ans, on me disait: «C'est un poète». Mais, c'est pas de la poésie aujourd'hui, Ouais. si on va chercher les travaux de Boris Cyrulnik, il nous Mmh. explique à quel point c'est inscrit dans le corps, inscrit dans notre cerveau, inscrit Oui. vraiment en profondeur. Oui, oui. Oui, oui, on a toutes les preuves aujourd'hui devant Mmh, nous. Enfin, absolument. c'est voilà, il y a que celui qui veut pas y croire qui peut pas qui n'y croira pas. Voilà. OK. Et du coup, qu'est-ce que tu proposais concrètement, en fait, de mettre en place et cetera, juste après la naissance, du coup, pour, améliorer les conditions Bah, d'arrivée? en maternité, alors d'abord en salle de naissance, mon premier travail a été de déconditionner les gens qui avaient appris à faire des gestes, en leur faisant prendre conscience que c'était des gestes agressifs et qu'ils n'étaient pas franchement utiles, qu'on pouvait voir les choses autrement. Mmh. Voilà. Alors le déconditionner des gens qui ont toujours fait comme ça, c'est difficile. Même si Mmh. on leur montre, on leur prouve, on va être assis dans une salle de réunion où ils vont dire: «Ouais, ouais, c'est bien, c'est d'accord». Ils quittent la salle de réunion, ils retournent à leur poste et ils continuent de faire comme avant. C'est dur ça. Alors ça Mmh. met des années, ça met des années et puis après le bébé en maternité, aujourd'hui, on commence tout juste à accepter qu'un bébé dorme avec sa maman en maternité. Ça a été très, très fort combattu pour des risques qui existent sous certaines conditions. En fait, il faut expliquer aux mamans comment dormir avec son bébé Mmh. plutôt que de lui interdire parce que ça marchera pas, hein. Mmh. C'est un exemple. Après, pourquoi est-ce qu'il faut tous les jours, déshabiller un bébé qui pleure pour le tremper dans l'eau pour qu'il hurle pendant un quart d'heure, qu'on appelle un bain ou une toilette? C'est aussi une expérience très négative, qui va rester marquée, hein. Mmh. Donc, heu, l'idée, c'est ouvrez les yeux, Mmh. regardez ce que vous faites, regardez ce qui se passe. Soyez, à l'écoute, et regardez ce bébé comme un interlocuteur. Mmh. Voilà. Et alors donc c'est un changement de regard. Alors il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à ça. Il y a des gens qui accueillent ça très facilement. Il y en a d'autres qui, restent butés, bloqués. Bon, on a affaire à une équipe, donc à des gens qui sont Mmh. tous différents et Mmh. donc c'est un travail en profondeur dans la durée. C'est Oui. Il faut une vingtaine d'années pour, réussir à changer, les pratiques, d'une équipe. Waouh! Eh ben. Oui, oui, Et non, mais c'est ouais. C'est fou quand même, c'est pour ça qu'il faut s'y mettre, il faut pas tarder à plus on s'y met, plus ça va peut-être aller un peu plus vite. Et comment ça a été accueilli par, les parents? Est-ce que c'était, bah, est-ce qu'il y a eu des les parents, heu, sont plus ou moins, à l'écoute. Mais bon, c'est une écoute bienveillante. Donc, pour moi, le plus gros travail sur ma fin de carrière, c'était la les réunions de préparation à la naissance, mmh, hein, où j'éveillais les parents, je commençais toujours par l'évocation de la vie fœtale. Je dis: mmh, «Rappelez-vous quand vous étiez un fœtus, comment c'était?» Et je décris tout ce qui se passe, tout ce que ressent le fœtus. Et quand on énonce tous les ressentis du fœtus, tout ce qu'il reçoit comme information, heu, on est sensibilisé à ce que représente la naissance et à la perte de tout ce confort, qui est le mmh, confort utérin. Et donc à la naissance, avec cette, arrière-pensée de ce qu'il est en train de perdre, on devient bienveillant. mmh, Voilà, mmh, naturellement. Et les parents ressentent ça encore plus facilement parce qu'une maman, quand on lui raconte tout ça, qu'elle a son bébé dans son ventre, d'ailleurs régulièrement les bébés bougent, hein, à ce moment-là, ils se mmh. manifestent, Oh, hein, il y a une participation. Donc, c'est un point de départ pour un accueil qui soit plus naturel, plus bienveillant, pour essayer de lui faire oublier qu'il est né, en quelque sorte. mmh.
Et c'est génial aussi parce que ça sensibilise également les parents à une nouvelle conscience qui vont transporter avec eux dans tous les premiers mois, les premières années par rapport à leur enfant. Mmh. L'impact, il est d'autant plus large en fait, que ce soit avec les soignants, pour le bébé, mais aussi auprès des parents. Donc c'est génial. Ok, et du coup, selon toi, comment devrait se passer l'accueil des bébés tout de suite après la naissance? Qu'est-ce que tu préconises, si on peut dire ça? Par exemple, il y en a qui parlent de retarder les soins, de les faire beaucoup le lendemain parfois, ou certains disent juste 3 heures après. Est-ce que tu as, selon avec ton expérience, un avis là-dessus? Après ce que je viens d'évoquer, un bébé à la naissance, s'il est accueilli par la sage-femme avec bienveillance, il est posé sur le ventre de sa maman, il est couvert, parce qu'il a quand même perdu, quelques degrés d'environnement, Mmh. et c'est contre sa maman, contre le corps de sa maman qu'il est au mieux pour pouvoir s'établir dans cette nouvelle vie, qu'il doit prendre en charge. Donc on sait que c'est à cet endroit-là, dans cette position, qu'il retrouve ou qu'il continue de garder quelque sensorialité. Il sent sa maman en la touchant, il sent sa maman avec l'odeur, il l'entend parler, il sait que c'est elle, et c'est à cet endroit-là qu'il découvre sa vie et qu'il s'autonomise le plus facilement possible. Et c'est à cet endroit-là qu'il va aussi, au bout d'un moment, se mettre en quête du sein et d'aller chercher le sein parce que son cordon ombilical a cessé de battre et c'est comme un signal qu'il doit trouver une source pour se nourrir. Et cette source, elle est là tout près de lui. Il va aller la trouver, on va l'aider ou l'encourager tranquillement en le laissant trouver son chemin. Et voilà, et il n'y a rien d'autre à faire dans l'immédiat. La sage-femme qui est là, elle a un regard expert pour voir qu'il s'adapte bien, qu'il prend bien une jolie couleur, qu'il respire correctement, qu'il est normalement tonique. Voilà. Tout ceci, ça se voit. Il n'y a pas besoin de faire des choses compliquées pour dire qu'un bébé est en bonne santé ou pas. On lui évite au maximum tout ce qui est désagréable à la naissance, trop de lumière, trop de bruit, le refroidissement, etc. Mmh. Et quant aux tests, pour vérifier que tout va bien et tout, est-ce que ça peut vraiment être, repoussé bien plus tard ou le lendemain? Mais il n'y a pas grand-chose pour vérifier que tout va bien. Mmh. Quand, après un certain temps de proximité avec sa maman, il est conseillé aujourd'hui de laisser un bébé contre sa maman si elle le supporte, hein. Oui. La maman est aussi à considérer. Pendant les 2 premières heures après la naissance, c'est Mmh. le temps habituel qu'une maman passe en salle de naissance pour surveiller qu'elle ne saigne pas, que son utérus se retracte, Mmh. et ce temps-là est un temps qui peut être accordé à cette proximité maman-bébé, et c'est l'idéal pour un bébé. Alors Mmh. après, il est habituel de le prendre pour aller le peser. Bon, c'est quelque chose qui reste encore incontournable. On s'est battu pour dire que mesurer un bébé qui vient de naître, c'était stupide parce qu'il est tout recroquevillé et que donc ça va donner une mesure qui est fausse et qu'il vaut mieux attendre quelques jours qu'il se détende. Puis c'est pas Mmh. urgent. On ne Mais oui. tirera, on ne tirera aucune information utile de sa taille. Sa tête, on est habituel de mesurer la tête, mais on va attendre qu'elle soit dégonflée. Elle est souvent remodelée à la naissance, donc on va Mmh. attendre pareil 2 jours. Tout ceci peut être retardé. Et Oui. puis, bah, malgré tout, il n'y a pas d'autres soins parce que contre sa maman, normalement, il s'est tenu au chaud. Alors on Mmh. peut vérifier sa température, hein, sous le bras, gentiment, mais si on a bien travaillé, si on a fait les choses simplement, eh Mmh. bien, Parce qu'il me semblait qu'il y avait aussi les réflexes de Moro, qu'on venait tester, et cetera, ou? le réflexe de Moro, c'est un sursaut qui est déclenché par une sensation violente. Voilà, donc le réflexe de Moro n'a jamais garanti qu'un bébé allait bien. Mmh. C'est une évaluation à l'ancienne qui Mmh. ne doit plus avoir lieu aujourd'hui. Les réflexes d'un bébé, ils vont être évalués par l'examen du pédiatre, mais qui n'est pas urgent.
qui peut Oui. attendre plusieurs heures. La sage-femme est experte pour voir qu'un bébé va bien. Elle vérifie anatomiquement que toutes choses sont en place. S'il y a une anomalie, une suspicion, elle va appeler le pédiatre qui va, à ce moment-là, anticiper son examen. Mais pour un bébé qui va bien, tout peut attendre. Oui, oui. Bah, pourtant, c'est vraiment pas ce qui est encore pratiqué. Enfin, moi, j'ai eu plein de témoignages de mamans à qui on a tout de suite commencé à faire tester les réflexes et que c'était assez Mais douloureux parce de voir qu'on ça. est prisonnier, Ouais. prisonnier de procédures qu'on ne met pas Oui, assez en question. oui, oui, Et c'est c'est vrai. vrai, on reste dans on a toujours fait comme ça. Oui. Bah, là, quand je t'entends de mesurer la taille, en t'écoutant, je réfléchissais, mais de mesurer la taille et le poids, je me dis, mais c'est vrai que c'est tellement que de la formalité. En fait, ça Ouais, sert à rien, quoi. Enfin, absolument. et quant aux soins du bébé sur les jours d'après, c'est-à-dire tout ce qui est, comme tu dis, tu l'as évoqué tout à l'heure, les douches, les bains, pardon, etc. Parce qu'il y en a qui disent c'est pas forcément nécessaire au début. Enfin, et c'est vrai que ça peut être assez, enfin, dépendamment de comment c'est fait, ça peut être assez violent encore une fois pour le bébé. Alors, en sachant que le bébé apprend à contrôler sa température pendant les 24-48 premières heures, Mm. beaucoup de gens maintenant retardent le premier bain, qui est Mm. l'occasion d'un refroidissement inutile. Mhm. Euh, Bah oui, alors on va donner le premier bain après 24 heures dans la plupart des maternités qui ont un peu réfléchi. Après, pour l'organisation des soins pendant le peu de temps qu'un bébé passe à la maternité, il faut aller voir ce qui se passe dans les maternités labellisées Amis des bébés, IHAB, Mm. où on fait en sorte de regrouper les soins. C'est-à-dire que s'il doit y avoir l'examen du pédiatre, plus une toilette, vérification du poids, etc., on va faire en sorte que tout ça soit fait au même moment pour pas réveiller le bébé deux fois, pour pas le déshabiller deux fois. C'est désagréable le déshabillement pour un bébé, hein, c'est une Mm. épreuve. Donc, si on veut faire les choses humainement, il y a moyen, il faut s'organiser. Mais ça part d'une posture qui dit que c'est le soignant qui se met à la disposition du bébé en tant que Oui, patient. oui. Or, un bébé, c'est une petite chose qu'on peut manipuler comme on veut, et on a pris l'habitude que ce soit le bébé qui s'adapte à ce que veut Mm. le soignant. Mm. Oui, et puis j'imagine que c'est vrai que c'est peut-être une faute de moyens aussi qu'on puisse pas s'offrir ce luxe d'être de s'accommoder aux besoins du bébé, etc. Parce que c'est ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas assez de personnel, pas assez de. D'une façon générale, tout ce que j'ai eu à proposer, comme d'autres, hein, c'était de faire moins. Et quand je disais faut faire moins, on me disait ah ouais mais on n'a pas le temps. Mais je dis non attends, t'as pas bien compris. Faire moins, c'est donc avoir plus de temps finalement. Mm. Voilà. Ouais. C'est Ouais. vrai, c'est absolument vrai. Et je voudrais revenir du coup sur un autre aspect de ces premiers moments passés enfin, entre la maman et le bébé, le nouveau-né. Tu as écrit un livre autour de l'instinct maternel. Est-ce que tu pourrais nous parler, nous dire quelques mots à ce sujet, sur toi, ton expérience, qu'est-ce que tu as pu observer par rapport à l'instinct maternel? C'est vrai que c'est une grosse question parce que ben, on nous dit que c'est censé être instinctif, ça vient tout seul, mais certaines ont quelques instincts qui viennent, mais c'est vrai que la plupart, dans notre société aujourd'hui, on est assez coupé de notre intériorité, de nos ressentis et tout. C'est pas quelque chose qui est tout à fait instinctif au final. Et il y a beaucoup de même mères qui se laissent pardon, dominer par la peur et qui ont vraiment perdu cet instinct. J'ai écrit ce livre parce que j'étais désemparé d'entendre certaines personnes dire qu'il n'y a pas d'instinct maternel, tandis que moi, quand j'étais en maternité, que je voyais les mamans, je me disais, mais il se passe quelque chose de, je vais dire, de surnaturel, un peu. Mhm. Hein. Donc, je me suis dit, ça colle pas. Pourquoi cette contradiction? Mhm. Alors, les gens qui disent que l'instinct maternel n'existe pas, c'est pour certaines philosophes bien connues, c'est qu'elles
elles ont du mal à accepter l'animalité de la femme. Or, autour de l'accouchement, de la naissance, même de la grossesse, c'est le moment où une femme est la plus animale. Oui. Elle est la plus ramenée à ce que son corps exige. Et Michel Audin nous dit bien, tout ce qui vient perturber cette période, c'est d'avoir la grosse tête. Hein. Et les femmes, voilà, c'est avec une expression, et les femmes qui se réfugient dans leur grosse tête, eh ben, elles font un mauvais accouchement et elles sont pas à l'aise avec un bébé. Il faut se laisser porter justement parce qu'il vient des tripes, quoi, du ventre. Oui. Voilà. Et puis, il y a des gens qui nous disent, ah oui, l'instinct maternel n'existe pas parce que l'instinct, c'est, si on regarde les animaux, c'est pour tout pareil, tout le monde pareil. Et moi, j'ai vu des femmes qui n'ont pas du tout d'instinct, etc. Alors, quand on constate pas quelque chose, c'est beaucoup plus simple de dire que ça n'existe pas que de se demander pourquoi ça n'apparaît pas. Absolument. Voilà. Et alors, c'est là que je suis allé à la pêche un peu pour dire, mais qu'est-ce qui fait qu'une femme a du mal à exprimer son instinct? Qu'est-ce qui fait qu'une femme, à la naissance, peut sembler être en rejet de son bébé? Et alors, il faut aller creuser l'histoire des femmes. Et on s'aperçoit que c'est pas simple du tout. Hein. D'abord, il y a des femmes qui ont vécu dans une éducation où on refuse la sensorialité, on touche pas, enfin, etc. Hein, il y a plus spontanéité physique. Alors, le sensoriel est bafoué. Et puis, il y a des femmes qui ont été des filles, qui ont vécu des choses difficiles, qui font que autour de la naissance d'un bébé et de tout ce qui se passe dans cette région, ben, c'est compliqué, etc., etc. Donc, c'est ça, j'ai repris un petit peu le parcours de vie avec tous les obstacles que ça peut créer à l'expression d'instinct maternel. Et les femmes sont pas toutes pareilles. Et il y a des femmes pour qui c'est facile, et puis il y en a d'autres pour qui c'est compliqué parce que c'est pas leur mode d'expression. Donc voilà, c'est ça en fait que je raconte dans mon livre. Ok, c'est vrai que comme tu dis, tous ces facteurs-là, l'enfance, l'éducation, d'éventuels traumas, etc., tout ça, ça vient nous couper quelque part de nos ressentis Bien sûr. et les ressentis et le corps, c'est l'outil de communication principal avec notre intuition, avec tout ce monde invisible et puis quand la peur, quand on a été dans un système où on a beaucoup été endoctriné dans de la peur, des choses comme ça, clairement on a peur de mal faire et du coup on fait pas confiance à cette petite intuition. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui disent après coup, ah mais je l'avais senti et j'ai pas osé m'écouter quoi. Et Et oui. Et alors c'est d'autant plus bête que les femmes, c'est les reines de l'intuition. On dit, quand on dit intuition, tout de suite on dit intuition féminine. Ça veut quand même bien dire que les femmes, elles ont une capacité toute particulière à percevoir les choses. Hein. Et bon, alors évidemment, culturellement, les femmes ont été un petit peu étouffées, même beaucoup étouffées, considèrent certaines, c'est peut-être vrai. On les a peut-être pas laissées suffisamment exprimer leur spontanéité féminine. Mais justement, allons-y. Le féminisme devrait revendiquer toute cette spécificité des femmes. Oui, absolument. Et je pense aussi ça doit varier aussi en fonction des régions du monde. Par exemple, il y a des régions, ils sont beaucoup plus encore en lien avec la terre, avec leur corps, ils sont dans le mouvement et j'imagine, même si j'ai pas cherché, mais que ils doivent avoir quelque chose de plus instinctif peut-être qui s'exprime. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que nous, on est plus dans mode carré, un peu yang, masculin, assis sur nos chaises. Mais parce que ouais, nous sommes dans des sociétés, dans des cultures qui ont donné la prééminence au mental. Hein. C'est d'ailleurs au niveau sensoriel, c'est le visuel. Hein. Aujourd'hui, les gens, on peut leur retirer la perception tactile, ils s'en fichent. Enfin bref, et c'est les yeux pour lire, pour cogiter. Voilà. Et c'est ça qui nous atrophie d'un autre mode de perception, de communication et d'expression. Oui.
Regardons une question souvent abordée, les pleurs de bébé. Alors, si on va chercher partout, on va trouver des écrits, des blogs, des podcasts, etc. Tout le monde va vous expliquer les pleurs de bébé. Mais c'est une question qui ne se pose pas en Afrique, par exemple, ou en Inde. Ils n'ont pas de problème avec les pleurs de bébé. Pourquoi? Waouh. Pourquoi? Moi, au Bah oui, Maroc, parce je ne sais que pas. ils Parce que sont les à bébés, l'écoute. ils sont toujours dans les bras. Ouais, ouais. Ceux de maman ou de nôtre. Mais un bébé tout seul, posé, c'est une drôle d'idée, ça. Un bébé, c'est fait pour être comme ça. Ouais. Alors, nous, on a des problèmes de pleurs de bébé, parce qu'on a décidé qu'un bébé, dès la salle de naissance, on va le mettre dans son berceau. Ouais. Et c'est pas son berceau. C'est un truc pratique pour déposer un bébé, pour s'en débarrasser. Voilà. C'est ça, les pleurs de bébé. C'est simple, hein. Alors, du coup, on a inventé la totote. C'est le bouchon. Voilà. Mais ça va avec, hein. Ah oui. Ah, c'est fou comment de fil en aiguille on crée des problèmes en fait. On On résout se un crée des problème, problèmes, mais absolument. oui, au lieu de revenir questionner la base. Mais le problème c'est que on est tellement pris dans un rythme effréné Voilà. par des il faut qu'on on se pose pas pour se poser des bonnes questions ou on trouve pas les réponses ou c'est compliqué. On sait même pas qu'il y a autre chose qui existe. Le bébé n'a pas facilement sa place dans notre monde. Voilà. Ouais, c'est vrai, absolument. Oh, c'est triste. Euh, Mais c'est vrai que c'est aussi la culture, comme tu dis, qui crée tout ça. Et on a beaucoup ça en Occident. Ça a eu du bon au départ de vouloir s'extirper un peu du clan familial, de tout ces choses qui pouvaient être un peu emprisonnantes. Mais on est allé dans un peu, je trouve, un peu l'opposé. On a beaucoup dans la Extrême. séparation Extrême. et l'individuel. Oui, voilà, on est séparés les uns des autres. Et Regarde on se... aujourd'hui, Oui. regarde aujourd'hui cette chose incroyable, des jeunes mamans qui se suicident. C'est la Ah première oui. cause de mortalité chez les jeunes femmes aujourd'hui. Ouais. On a peur des saignements pendant l'accouchement, on a peur des infections, mais il y a des antibiotiques. Qu'est-ce qui se passe? Elles rentrent chez elles, elles ont un beau bébé, elles sont enfin heureuses, alors elles se suicident. Pourquoi? Waouh. Parce Ouais. qu'elles sont seules. Mais oui. C'est vrai que Parce que la c'est... naissance n'est plus un acte, n'est plus un événement collectif, Ouais, familial. ouais. Ah oui, Ah, ça me donne envie de pleurer, c'est c'est si mais triste oui, parce que c'est mais vrai, comme oui. tu dis, on met l'accent sur le corps, sur tout va bien, tout est en sécurité, mais toute la sphère émotionnelle, bah, c'est Émotionnelle et délaissé. émotionnelle collective. C'est-à-dire Oui. une femme qui rentre chez elle avec son bébé, elle doit être accueillie par des youyous, hein, pour lui dire Ouais, t'es merveilleuse, regarde ce que ouais, tu as fait. absolument, ouais. Non, c'est vrai. Bah, après, j'observe un peu dans ma pratique de doula et tout ce qui se passe un peu dans ces réseaux qui essayent de faire changer les choses, que oui, on essaye de créer des nouveaux réseaux sous d'autres formes, peut-être Bien moins sûr, pour remplacer la enfermants. famille. C'est ça, oui. Après, je peux comprendre aussi parce que bah, peut-être des fois, c'est un peu trop lourd la famille, trop d'injonctions, trop de tout ci, tout ça. Hum, Mais voilà, je pense qu'on va aller vers un équilibre, clairement, de peut-être Oui, la ça va revenir, famille, les nouvelles familles, toujours. etc. Mais en attendant, bah, il faut trouver des solutions pour pallier à ça avant qu'on arrive Absolument. à tout ça, quoi. Ouais, oh là là. Bon. Et c'est génial aussi qu'il y ait peut-être quand je t'entendais parler tout à l'heure, des ponts un peu entre tous les pays, de peut-être documenter tout ça, de montrer comment dans d'autres pays, bah, pourquoi il n'y a pas ces questions, comme tu dis, Mmh. les recherches. Enfin, tu me donnes plein d'idées, je vais de peut-être créer justement des petits documents comme ça voilà, qui viennent comparer et se rendre compte que c'est propre à nous et c'est pas Mmh. propre au bébé, c'est propre à notre société, quoi. Mmh mh. OK, ouais, super intéressant tout ça. Et du coup, alors moi j'aimerais, comme je fais souvent dans mes podcasts quand j'interviewe, mes invités, c'est parler de la sphère, personnelle de notre parentalité, paternité, maternité et cetera. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment est-ce que ton expérience, ton vécu, voilà, ton évolution de conscience, de regard par rapport au nouveau-né et cetera, comment est-ce que c'est venu nourrir ta propre paternité, parentalité, et peut-être commencer par la naissance de tes enfants, voir, tu en as eu 3 donc tu m'as dit, voir comment au fur des années, comment ça a évolué avec voilà, ce que tu pouvais apporter à ta compagne par rapport
à ton Alors déjà, expérience? mes enfants, ils sont nés il y a longtemps, hein, parce Oui, qu'ils oui, ils ont ça fait 40 ans, oui. donc je n'avais pas encore eu cette évolution au niveau professionnel dont j'ai Mmh. parlé. Mais peu importe, heu j'avais pas du tout envie de perdre, le moindre moment, de cet, événement qu'est la grossesse et la naissance. Voilà, Mmh. donc j'ai accompagné ma femme avec son accord, bien sûr, dans les réunions de préparation, à la naissance. J'ai même d'ailleurs découvert la sophrologie à ce moment-là. Ah! C'était intéressant et bon, il y avait pas beaucoup de papas qui venaient dans ces réunions à l'époque, alors Mmh. qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus en couple. Mmh. Et bon, et puis bah, j'étais là en salle d'accouchement. J'avoue que c'est assez surprenant ce qui se passe en salle d'accouchement, en salle de naissance. Et après, bon, j'ai été forcément très présent auprès de mes bébés, étant, on va dire, professionnel, en quelque sorte. Disons que Mmh. moi, j'étais très à l'aise avec les bébés. Catherine, ma femme, découvrait. Hein. Mmh. Elle avait eu un petit frère, mais avec un espacement qui lui a pas permis de s'en occuper vraiment. Mmh. Et donc, bon, je l'ai accompagnée dans ses premiers pas de maman. Waouh! C'est génial que ça puisse se passer Ah, dans ce tant sens. qu'à faire, d'être avec un pédiatre, autant que ça serve à quelque chose. Voilà. Absolument. OK et comment l'accouchement s'est passé et cetera? Est-ce que le fait qu'elle ait eu ton aide, ça a pu l'aider, à accoucher différemment? Pour l'accouchement, non. Non? Non, non, pour OK. l'accouchement, je pense pas avoir été d'aucun secours. Elle a eu 2 accouchements longs et un accouchement Mmh. rapide. Mmh. On était dans les tout débuts de la péridurale, donc Mmh. c'était pas si simple que ça. Mmh. Mais bon, ça s'est globalement bien fini, mais elle était bien épuisée à Oui, la fin à la fin de ses accouchements, et ça, je j'ai pas pu rien y faire sinon oui. m'occuper du bébé, quoi. Ah bah, c'est clair que de toute façon, Mmh. le compagnon est limité dans ce qui peut soulager, la maman par rapport à Hélas, ça. oui, oui. Ouais et et ton regard, tu vois, tout ce que tu as pu développer au niveau de hem, l'intériorité du bébé, tout ce qu'il ressent et tout, est-ce que c'est quelque chose que tu pu mettre en pratique au fur et à mesure, pour chacun de tes enfants? Est-ce qu'il y a une évolution dans ta parentalité, comment tu traitais, voilà, les enfants? Parce que je sais que c'était il y a longtemps, donc peut-être c'était au début de ton parcours et cetera, mais est-ce que tu remarques quand même au fil des 3 enfants une différence ou? Bah, et ce qui est sûr, c'est que, tout ce qu'on découvre avec un premier bébé, on le sait déjà quand arrive le deuxième, et Oui, bien encore sûr. plus le troisième. Oui. Donc, il y a à l'évidence une certaine détente qui s'installe, au fil du temps. En Mmh. plus de ça, le 2e s'est fait remarquer par, des soucis de santé, donc qui ont marqué une différence. Mais Oui. bon, on est les parents sont évolutifs, hein. Oui, bien sûr. Bien sûr, ça c'est clairement le cas pour tous les parents, mais ce qui m'intéressait, c'est de savoir, le fait que tu travailles dans le milieu quand même autour des naissances, ça doit être différent par rapport à quelqu'un qui n'est pas dans ce milieu-là. Peut-être, mais moi, mes Ouais. mes enfants m'ont appris beaucoup de choses. Oui, bah, bien sûr, bien sûr. Je dis ça à titre professionnel. Je veux dire, un Ouais. pédiatre, la moitié de ce qu'un pédiatre, Mmh. propose comme conseil, ça vient de son expérience personnelle. Ah! Ah oui, c'est clair que Bah oui, c'est super d'avoir cette mise en pratique à côté en plus, quoi. oui. Et donc juste pour, peut-être faire un petit bilan de tout ce qu'on a dit et tout et de ta vision et c'est, comme tu le sais, donc le nom de mon podcast, c'est Enfants de Gaïa et je tenais vraiment à parler de Gaïa parce que c'est dans spiritualité, on dit que c'est la terre-mère et que c'est ce principe, féminin et c'est notre première mère parce qu'elle nous nourrit, parce elle nous, voilà, elle a le même rôle, on va dire, qu'une maman et les enfants parce que j'ai vraiment à cœur de, de, de contribuer à créer un monde, une terre meilleure d'accueil pour les générations qui arrivent, etc. En quoi est-ce que tu crois
que ce qu'on peut faire, ce travail qu'on effectue chacun autour de la naissance, de l'arrivée sur Terre, de toute cette sphère-là, peut contribuer à créer un monde meilleur. Voilà ta vision de la chose, si tu as quelque chose à partager. Oui, moi je crois que un humain qui a été bien accueilli au moment fondateur de son existence fera un humain qui sera mieux dans sa peau, pour employer une expression courante. Quand on parle du peau à peau, quand on parle du toucher, du contact et l'importance que ça a chez le bébé et déjà chez le fœtus, être bien dans sa peau, ça fait un humain socialement plus simple, plus à l'aise, qui fera des rencontres plus agréables avec les autres. Hein. Et un bébé, quand un bébé vit une vie compliquée, bousculée, insatisfaisante, ça peut pas faire un adulte sympa, entre guillemets. Je raccourcis beaucoup, mais je pense que ça, c'est important. Oui. Et c'est pas un hasard si je passe une partie de mon temps de retraité et de mon énergie à soutenir l'allaitement, c'est parce que l'allaitement, symboliquement, c'est se consacrer, se laisser aller à cette vitalité spontanée qui nous est donnée par la nature et auquel trop de femmes essayent d'échapper. Et en échappant à ça, ben, elles échappent finalement à la loi de la vie. Oui, Hein. oui, c'est vrai. La terre-mère, la terre nourricière, elle est nourricière d'abord dans le sein de la mère. Oui, oui. Ah oui. C'est pour ça qu'on dit que l'allaitement est écologique, naturellement. Ben oui. C'est vrai, comme tu dis, ça crée tellement des liens sensoriels peut-être qu'on perd un peu avec l'allaitement industriel. Oui, oui. Et sans parler justement de tous les nutriments, tout ce qui est naturellement adapté à l'enfant et que peut-être on retrouve pas forcément entièrement dans le lait industriel, même s'ils font de leur mieux, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Ok, et donc aujourd'hui, tu es axé plus sur l'allaitement, c'est ça, ou toujours quand même le lien maman-bébé, Non, moi, etc. ça va avec, mais Oui. je suis engagé dans la COFAM, cette association qui veut donner aux mamans qui souhaitent allaiter les meilleures conditions pour le faire. Oui, Voilà. ok, super. Eh bien, est-ce que tu aurais quelque chose que tu aimerais partager, un mot de la fin, une philosophie, je sais pas, quelque chose qui te tient à cœur, que tu as envie de, même si tu l'as déjà dit, de la repartager Je pense avoir dit beaucoup de choses et beaucoup de mots-clés. Moi, je reste toujours émerveillé par le pouvoir féminin. Et Ouais, c'est merveilleux de finir par ça, parce que mm, ouais, c'est un peu aussi pas mon combat, mais ce que je défends un peu, c'est réhabiliter justement cette sagesse féminine qu'on a beaucoup réduite, qu'on a fait taire, etc. Et c'est beaucoup au travers de la naissance, parce que c'est vrai que c'est un lieu où si la femme retrouve son instinct maternel, retrouve son pouvoir, retrouve cette puissance, parce que c'est un moment mm, des plus puissants dans ce qu'on peut vivre, quand c'est permis, on va dire, par le contexte. Bah oui, les femmes qui reconnectent à cet instinct maternel, c'est très très fort, et tout le monde, les hommes y compris, vont y bénéficier, parce que même les hommes ont cet instinct, mais si déjà on n'autorise pas les femmes à l'avoir, comment est-ce qu'on peut autoriser les hommes à l'avoir? Donc ouais, c'est peut-être un jour on arrêtera de l'appeler l'instinct maternel et juste l'instinct voilà, l'instinct humain. il y a pas d'égalité parce qu'il n'y a pas de rivalité, en fait. Oui, bien sûr, Voilà. bien sûr. Ouais. Absolument. Non, non, chacun a sa particularité, son rôle, sa Absolument. spécificité, et voilà. Mais là, pour moi, la conscience féminine, pas la femme, et nous mène vers ça, en fait. Et encore une fois, c'est pour ça que j'appelle mon podcast Enfant de Gaïa, et Gaïa, parce que c'est le féminin plus que les femmes. Voilà. Bah écoute, C'est je très bien. pense. Ouais, c'est parfait. C'est un Bah, très bon combat. Oui, 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 et on est tous. Enfin, on va pas dire combat parce que C'est croisade. ça, ça me Voilà. dérange. Oui, voilà, voilà. Je cherchais un autre mot, mais je Voilà. n'ai pas trouvé. Bah, parfait. Bah, merci beaucoup, beaucoup, Dominique, Avec plaisir, Nassima.
cet échange, ça m'a fait vraiment plaisir. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Et si cet épisode t'a parlé, tu peux le partager autour de toi, laisser un commentaire ou laisser 5 étoiles pour soutenir Enfants de Gaïa. Je t'invite aussi à me retrouver sur Instagram sous le nom d'Étincelle Divine au pluriel. Tu trouveras tout ça en description. À très bientôt pour la suite des épisodes.